Voilà, nous sommes partis et bienvenue à tous. Alors, je vous invite à me rejoindre sur WebIDEA Pro à 2016 Café Lab, la vague numérique ou digitale. Donc, je vous invite à mettre vos bulles et on va commencer les présentations. Alors, je vais inviter Valérie ici à côté de moi. Oui, allô, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Je suis une nouvelle venue. Ça fait plusieurs fois que je tente d'être avec vous. J'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qui je suis rapidement? Je suis professeur-chercheur. Je travaille à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je travaille sur les projets collaboratifs, les Living Labs en particulier. Une forme de projet collaboratif et tout ce qui est aussi l'agilité organisationnelle. Voilà. Pour résumer, là, pour l'instant, as-tu besoin que je dise quelque chose? Excellent, Joël? excellent. Super, Voilà. super. Merci Valérie. Donc, François, bonjour, ça va? Bonjour, ça va, je suis à Nantes. J'ai créé une structure qui s'appelle l'Atelier Nouvelles Formes de Travail. Et il y a des anciennes formes qui peuvent être nouvelles, et puis il y a vraiment des nouvelles formes, d'où ma participation ici. Voilà. Merci François. Pascal à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Pascal Bernardon, je travaille dans le CAM depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, je lance une plateforme collaborative pour mettre en relation en fait, des entreprises et des experts. Merci Pascal. Jean-Claude Gaspé. Oui, bonjour, moi je suis Jean-Claude Claude, je fais de la consultation en gestion et développement des organisations. J'ai une préoccupation particulière en gestion des connaissances et des processus d'innovation. Et je travaille de ce temps-ci avec les gens sur la partie plus intelligence collective. C'est quoi les conditions gagnantes pour justement arriver à faire de l'intelligence collective quand on est plusieurs dans une organisation et qu'on a aussi des gens à distance. Merci Jean-Claude. Michel, bonjour. Tu peux te présenter? Oui, bonjour. Michel Boucher de Xerox Canada. Je coordonne un programme de partage de connaissances qui s'appelle Eureka. Ça fait 20 ans que je fais ça. Alors voilà. Je m'excuse, je suis à la dernière minute. Tu es à la bonne minute. Il n'y a pas de dernière minute. Là. Donc, merveilleux. Alors, il n'y a pas toutes les bulles sur la page qui est là, mais c'est pas grave. Vous pouvez le compléter tantôt. Je vous demande de me rejoindre maintenant à l'ardoise espace de co-construction. Alors, voilà l'espace de co-construction. Et peut-être je vais partager mon écran pour que Pascal et d'autres puissent participer. Voilà. Pascal, est-ce que tu vois l'écran vide? Oui. Oui, Joël, c'est bon. C'est bon. C'est bon. OK, super. Donc, on va commencer par notre petit exercice de présence à soi. Donc, je vous invite à lâcher la souris et puis fermer les yeux et prendre 3 bonnes inspirations et expirations tout en faisant émerger les idées par rapport au sujet de la rencontre qui est la vague numérique digitale. Donc, c'est parti, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire.
expire. Et maintenant, je vous invite à travailler en silence et partager toutes vos idées sur l'ardoise, espace de co-construction. C'est parti.
Bonjour. Bonjour. On va faire un premier tour de table. Alors, j'ai ouvert tous les micros et maintenant je vais les fermer. Et puis, vous ouvrez votre micro quand vous voulez parler. D'accord? Alors, j'invite Valérie à parler de ses propres bulles. Ok, je sais pas. Mon micro est ouvert. C'est bon? Valérie.
Ton micro est ouvert. Ok. Les questions que je soulevais, c'était certaines d'entre vous, donc la question de la vague versus le tsunami, mais surtout la question des pressions que ça peut représenter sur les individus, puis la question de la transition. Donc, s'il faut que je nomme est-ce qu'il faut que je nomme les bulles exactement ou Joël? Comme tu veux. Ben, en fait, c'est certaines des bulles qui sont aussi. Attends, il faut que je retourne dans mes bulles. Donc, c'est des pressions sur les individus, la question de la transition, comment on l'a fait. Une question que je me posais aussi, que tout le monde doit se poser et qui n'est pas très originale, c'est la question de savoir si on parlait numérique ou digital et qu'est-ce que ça faisait si on parle de l'un ou de l'autre, qu'est-ce que ça impliquait. Peut-être rien du tout. Et puis la question aussi de savoir si la vague numérique amenait plus de partage ou plus d'individualisme. Ce n'est pas non plus une question très originale, mais qui me semble fondamentale de savoir où est-ce qu'on se situe avec ça, et qui est liée à une autre question quelque part ou une autre boule que j'ai mis, que je sais pas, mais qui dit vers où on va où avec ça. C'est quoi pour aller où, c'est ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je veux partager pour le moment. Merci Valérie. Alors, Pascal, Oui. tu parlais de tes bulles. Ben, je te remercie d'avoir mis ma bulle. Ouais, c'est vrai qu'on les questions de Valérie sont tout à fait pertinentes. On est en plein changement de modèle. Donc c'est vrai que ça peut créer des pressions, ça peut créer des inégalités, mais ça peut aussi être une opportunité. C'est pas uniquement que des menaces. Ça change tous les circuits d'intermédiation qu'on a pu connaître ou qu'on connaît encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut réinventer un modèle social, un modèle de société pour que chacun puisse en tirer quelque chose et que ce ne soit pas uniquement des plateformes qui vampirisent et qui, je dirais, paupérisent des populations uniquement pour faire pour faire de l'argent. Donc là-dessus, il y a tout à faire. La difficulté que moi je vois, c'est que nos gouvernements, quel que soit le pays, sont complètement à l'ouest sur le sujet. Ils font rien, ils n'ont pas compris qu'on est en train de changer le monde. Et les entreprises commencent à s'y mettre, mais c'est pas encore. Ça arrive, mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà mon premier point. Merci Pascal. Joël, ton micro est fermé. On t'entend pas. Ah, ok. Alors, Michel, est-ce que tu veux réagir? Oui, mon micro est bien ouvert, là, oui. Oui, parfait. OK. En fait, pour compléter ce que Pascal disait tantôt, je crois que la technologie va plus rapidement que l'être humain peut assimiler. Et ça nous vient de tous les bords, tous les côtés. On a simplement un téléphone, puis juste mettre à jour le téléphone portable, évidemment, intelligent, supposément. Ça peut demander des ressources incroyables, des applications qui vont sur les téléphones, etc., etc. Ça, c'est seulement qu'un exemple. Maintenant, sur PC, sur tablette,
c'est la même chose. Alors, comment utiliser le numérique, comment déterminer qui a besoin de quoi dans son travail quotidien pour faciliter la vie et non la compliquer. Souvent, amener une nouvelle technologie va compliquer le travail plus que le faciliter, je crois. Peut-être pour ça que les très grandes entreprises prennent beaucoup plus de temps à aller vers des nouveaux outils, tout simplement parce que il y a tellement d'éducation à faire, à savoir comment utiliser ces outils-là que ça devient une embûche, quoi. Et, je crois que déterminer qui a besoin de quoi pour ce qui est du numérique et satisfaire nos usages de tous les jours, soit au travail ou personnel, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près et peut-être se limiter un petit peu et élargir nos horizons un petit peu à la fois à tous les mois sur d'autres applications. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas maîtrisé ce qu'on va utiliser, on est toujours un peu dans les nuages, quoi. On n'est pas terre à terre avec l'utilisation qu'on peut en faire. D'où le tsunami, j'ai vu ça à plusieurs reprises. La vague. Moi, j'ai inscrit numériser la planète. On est en train de le faire. Des très grandes compagnies comme Google, évidemment, est en train de numériser la planète de quelque façon que ce soit. Est-ce qu'on s'en va vers le Big Brother? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mes idées jusqu'à maintenant pour le numérique. Et, voilà, Joël. Ben, excellent, excellent. Alors, peut-être j'invite François pour parler du côté humain du numérique. Ouais. François. Alors, je suis réactivé. C'est la magie du numérique. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça met une pression énorme sur la partie non numérique et que cette économie qui paye pas d'impôts oblige le reste à faire des gains de productivité absolument faramineux en ce moment. Donc, et je sais pas de quel côté, qu'est-ce que ça crée. Hein, donc, je vois ce que ça enlève, je vois pas forcément qu'est-ce que ça crée, d'où le sentiment d'être plutôt sous la vague que dessus. Hein, donc, j'ai quand même l'impression que c'est une forme de parasite qui pousse sur l'économie traditionnelle au mépris de toutes les règles et qui a tendance quand même à, et je vois pas la dimension créative dedans, même s'il y a des personnes qui tirent leur épingle du jeu manifestement de ça. Deuxième chose, c'est que ça me paraît vague. Donc le terme dans vague numérique, je reprends vague au sens indéfini. Hein, je sais pas dans quel sens ça va cette vague-là. Pour moi, c'est plutôt un flot, une vague, parce qu'une vague, ça va sur la Terre. Généralement, il y a un sens, hein, il y a une loi d'attraction. Là, ça part un peu dans tous les sens. Donc, une fois qu'on a dit vague numérique, qu'est-ce qu'on a réglé, qu'est-ce qu'on a fait, j'en sais rien, parce que c'est très vague, c'est très très flou. Donc, ça fait partie des gros mots qu'on aime bien mettre en ce moment. Je parle aussi de vagues de génération. Moi, je suis obsédé par les personnes qui maintenant tapent des textos à 2 pouces contre les hommes de Néandertal, c'est-à-dire nous qui sommes à 1 pouce, c'est-à-dire qu'on en est sur des modifications physiques et des modifications dans le système psychomoteur, que je trouve quand même assez marrantes. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre pas grand-chose. Hein, pas grand-chose d'autre. Mais s'adapter à une vague, d'un point de vue humain, c'est bizarre. C'est quand on ne sait pas ce que c'est, dans quel sens ça va, s'adapter à ça, on risque de tourner un peu en rond. Hein. Voilà mon ressenti. Merci François. Ouais. Donc,
Jean-Claude, à Gaspé, il y a des réactions là-dessus? Oui, ben, ce qui me frappe surtout au regard du numérique, c'est les utilisateurs. Et c'est l'écart entre les utilisateurs. On peut avoir des utilisateurs qui ont 60 ans, qui sont effectivement habiles, puis des utilisateurs qui ont 20 ans, puis qui sont carrément des analphabètes numériques. Et là, on dit, j'essaie de voir ce qui a fait l'écart, puis je le ramène beaucoup plus à la curiosité. Les gens sont devenus curieux, se sont lancés. Et là, c'est toute la difficulté qu'il y a entre on se lance, on se noie, on se lance, on réussit à surfer sur la vague. Et là, on dit, c'est toute la question qui me vient. Là. Le deuxième élément, on va dire, c'est ceux qui se sont lancés ont souvent fait un premier apprentissage qui a été un apprentissage individuel, mais assez vite, se sont tournés vers des apprentissages de groupe. Assez vite, on dit, se sont mis dans des lieux de partage, assez vite, parce que justement, cette connexion-là entre les individus, on dit, permet justement d'en apprendre un peu plus. Mais plus qu'on en apprend, plus que certains en apprennent, plus que ça crée l'écart. Puis là, on dit, ce que je fais comme relation, c'est, on est-tu au regard du numérique en train de creuser le même écart qu'il y a entre les riches et les pauvres, tu sais, par rapport à l'écart matériel au niveau de l'économique. Là. Et là, on dit, je vois pas comment est-ce que, en tout cas, je vois pas de mesure, justement, pour travailler sur ceux qui vont être exclus. Dans le cas des filets de protection sociale, on dit que le gouvernement en a mis des filets de protection sociale. Mais dans le cas du numérique, on dirait, je ne sens pas ça en arrière. Et là, on dirait, ça m'inquiète, on dirait, de la façon dont nos élus qui sont déconnectés, on dirait, par rapport à ce qui est en train de se faire de transformation sociale, ça m'inquiète un peu, on dirait, de voir qu'ils ne sont pas là. Merci Jean-Claude. Est-ce que tu peux un peu ajuster ton volume? Il est trop fort le volume du micro. C'est bon. Juste le baisser un petit peu. D'ailleurs, Comme ça, oui. C'est mieux comme ça. OK, je baisse encore un peu. OK, merci. D'ailleurs, pour appuyer Jean-Claude, les banques ici à Montréal sont en train d'annoncer des coupures féroces et des restructurations. Donc, ça bouge dans le système bancaire, là, effectivement. Séverine, est-ce que tu peux participer? Allô? Oui, on t'écoute. Vous m'entendez tous? Oui. Déjà, merci d'avoir de m'avoir accueilli en chemin de jardinage. Votre jardinage, il est magnifique. Et en fait, je me retrouve un petit peu dans cette mosaïque que vous avez présentée. C'est-à-dire, d'un côté, je vois dans mes ateliers qu'il y a des personnes qui ont une forme de refus et qui se retrouvent vraiment en très grande difficulté avec l'acceptation de cette vague, qui ne comprennent pas les enjeux, les tenants, les aboutissants et qui se retrouvent dans une forme d'exclusion. Et du coup, là, pour moi, pour ceux qui ont un rôle dans la communication et qui sont à l'aise avec le digital, il y a une forme de responsabilité vis-à-vis, enfin, c'est ce que je porte en tout cas, une forme de responsabilité vis-à-vis de ces personnes pour les faire rentrer à leur mesure et leur rendre les outils et cette communication accessible. Et ce que moi j'ai envie de porter, en tout cas par rapport à ce sujet, c'est une forme de... je ne sais pas comment bien l'exprimer. Jusqu'à présent, en tout cas sur Internet, il y avait beaucoup de communication facile et beaucoup de communication presque irresponsable. Et moi, mon message auprès de ces personnes qui
qui sont finalement décalés et qui ne sont pas entrés dans cette vague, c'est de leur dire que oui, c'est possible d'avoir une communication responsable sur les réseaux sociaux, c'est possible de se saisir des outils numériques pour en faire des belles choses, mais encore faut-il, pour ceux qui les utilisent, leur montrer que oui, c'est possible. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et dans les premiers temps, il y a eu trop de communication. Et j'ai envie de dire, c'était un déversoir de médiocrité, de facilité. Et moi, c'est pas cette énergie-là que je porte. En tout cas, voilà ce que je peux partager sur les apprentissages, sur la vague du numérique, sur les nouveaux usages, sur hacker le système, parce que pour moi, effectivement, il y a une forme de hacker le système pour le rendre accessible. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Merci beaucoup, Séverine. Alors, actuellement, Valérie va changer de place parce que son système est tombé. Et donc, elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, à tantôt, Valérie. Et puis, on se reparle. Donc, je vois que Virginie est là. Alors, bonjour Virginie. Et puis, on est en train de faire le tour du jardin, le tour de table sur les différentes questions qui sont posées par le numérique. Et donc, moi, il y a la question de... j'ai lu un article là sur ordre égale information. Et puis, le numérique, le digital, qui fait apparaître des disruptions, crée du désordre. Donc, comment naviguer dans cette disruption, dans ces nouveaux écosystèmes? Par contre, effectivement, il y a les capacités d'apprentissage de chacun. Et les systèmes d'apprentissage, là, on est en train de former du monde qui, dans nos écoles, nos universités, qui vont arriver dans un monde numérisé, digitalisé, et qui n'auront eu aucune préparation et qui vont devoir apprendre sur le pouce comment s'adapter là. Il y a tout le côté humain, effectivement, parce que c'est les personnes qui vont apprendre à utiliser le numérique, à organiser leur vie. Et déjà, il y a 10 ou 15 ans, la Banque Royale avait distribué à ses clients un dépliant qui montrait comment se passait le processus bancaire. Dans le vieux système, il fallait faire un chèque, l'envoyer par la poste, le déposer, etc., etc. Donc, il y avait une foule d'intervenants. Et aujourd'hui, on fait clic et voilà, le transfert d'argent s'est effectué. Donc, il y a une foule de personnes qui ont perdu leur emploi. On sait notamment, par exemple, qu'il y a une restructuration à Post Canada et ainsi de suite. Donc, il y a des transformations un peu partout. Et donc, c'est ça un peu la vague ou le désordre. Il faudrait peut-être l'appeler le désordre numérique. Donc, la discussion est lancée là-dessus. Donc, étant donné qu'on a fait un premier tour, je vous invite on se donne un autre 5 minutes en silence. Ça va? Et puis, on fait un dernier tour de table tantôt parce que le temps passe très, très vite. Alors, on reprend. Je vais couper tous les micros.
OK, alors on va ouvrir les micros et puis je vais inviter les personnes qui n'ont pas encore participé, comme Virginie. Virginie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, ça serait l'occasion de parler de tes bulles. Oui, j'ai rajouté 4 bulles en fait qui sont complètement qui sortent un peu de votre cadre plutôt pour aller vers un petit peu en dehors de la zone de chaos en fait. C'est un monde. Je suis partie sur un monde en disruption. En fait, pour moi, le monde en disruption, bien sûr, c'est chaotique sur le moment, mais c'est ce qui fait, je dirais, ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'on sort de notre zone de confort. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment. C'est une apparence chaotique, mais c'est pas, pour moi, c'est pas du chaos complet. C'est une émergence en fait de nouveaux usages qui sont à découvrir et en même temps dans des cadres qui sont différents. En fait, j'ai repris la bulle de je sais pas qui avait écrit choisir ces lieux d'expérimentation. Aujourd'hui, moi je coordonne un lab dans le cadre d'une formation et on n'arrête pas de tester des nouvelles choses, justement tous ces nouveaux logiciels, toutes ces façons de faire, ces nouvelles façons de faire. On a décidé, nous, au niveau de l'équipe d'encadrement, de se dire, puisqu'on enseigne aux étudiants à exercer une pratique de lab, nous-mêmes, il faut qu'on soit aussi dans cette pratique de lab. Donc, il faut régulièrement, on sort de nos zones de confort, on remet en question tout ce qu'on met en place, et puis on expérimente plein de nouveaux logiciels. On a un responsable qui s'occupe propose plein de nouveaux logiciels, puis là-dedans on en prend et puis on essaie de créer des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire. Puis là on est en train de préparer par exemple un storytelling en fait pour nos étudiants, puisque nous on est sur la dernière partie de la formation en fait du lab. Enfin, le lab fait partie de la formation de la fin de la formation du MOOC, en particulier le MOOC GDP. Et puis donc, on est en train de proposer des nouvelles façons de communiquer auprès de nos étudiants avec ces nouveaux outils, en fait. Donc, ces outils nous servent à la fois à être des expérimentateurs, mais en même temps à proposer des nouvelles façons de faire et puis des nouvelles façons, dans ce cas-là, pour le storytelling, pour la communication. On a aussi des nouvelles façons d'aborder la pédagogie avec des masterclass. Enfin, on fait plein de choses différentes avec des outils qu'on n'a jamais utilisés, qu'on expérimente au fur et à mesure. Et à un moment donné, je pense, ça va commencer quand même à se stabiliser. On va voir apparaître certaines voies, en fait, où aujourd'hui, par exemple, il y a on voit toutes les semaines, il y a plein de logiciels qui sortent à droite, à gauche, mais souvent ils ont un petit peu quand même les mêmes façons de faire, les mêmes trames. Donc en fait, on n'est pas complètement perdu parce qu'en fait, ils se basent sur des savoir-faire, des savoir-être, et puis pour faire évoluer, pour aller vers des nouvelles choses qui apparaissent et qui, pour quelqu'un qui n'a pas suivi l'évolution, qui arrive directement sur la nouvelle chose, qui se dit mais oh là, c'est quoi ce truc? Mais nous qui suivons régulièrement toutes ces avancées, on peut dire mais c'est parce que vous n'avez pas suivi toutes les étapes et puis que celui qui ressort, c'est celui qui marche le mieux, et puis souvent les gens ils tombent sur quelque chose de tout nouveau, et cette nouveauté en fait quelquefois elle peut faire peur, quelquefois il y en a qui sont super contents de la découvrir. En général, la plupart des gens c'est ça. Il y a des gens qui bloquent carrément parce qu'ils se disent oh là là, c'est pas pour nous, on revient en arrière. Mais on est dans une période pour moi qui ressemble à celle de la Renaissance. À cette période à la période de la Renaissance, il y avait des gens qui freinaient des cas de fer pour avancer, puis il y a des gens qui allaient à fond dans les nouveautés. On est exactement dans le même genre de période où, par exemple, si je compare avec la Renaissance, quand ils ont mis en place les processus d'imprimerie, ils se seraient jamais imaginé que après la plupart du monde physique, avant qu'on passe au virtuel à Internet, fonctionne avec des livres. Je dirais, au tout départ, eux, ils avaient un besoin de communiquer auprès de plein d'abbayes en même temps, de communiquer un savoir très précis.
puis après, ben, tout ça s'est démocratisé. Et puis ça s'est lancé à travers, comment dire, à travers le monde. Et puis ça a duré pendant des siècles. Il y a des choses qui aujourd'hui nous paraissent importantes, je pense, et qui demain n'auront aucune importance. Et le contraire, des choses qui nous paraissent anodines. Et puis, dans 100 ans, peut-être ce sera celles-là qui géreront l'ensemble des façons de faire, en fait. On ne peut pas vraiment savoir, en fait, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, mais il faut expérimenter et puis trouver sa voie dans tout ça, pour moi, en fait. Donc, voilà. Donc, alors, moi, je n'ai pas du tout suivi, je suis arrivée juste maintenant, alors peut-être que je suis un petit peu décalée par rapport à vous, mais bah, c'est ce que tu as dit, Joël, juste avant, c'est ce que ça m'a inspiré, en tout cas. Voilà. C'est très bien, mais merci beaucoup, Virginie. Et donc, je vais inviter Dalila. Oui. Bonjour, Dalila. Oui, bonjour. Attendez. On t'entend très bien. Alors, tu es en Algérie, là, à quelle place là? Alors, je suis sur Alger. Sur Alger, d'accord. Voilà. J'ai pas eu le temps d'écrire sur la base qui est là parce que bon, j'avais un problème technique apparemment. Ok. Et voilà. Et donc, je me présente, c'est ça, ou je présente ce que je fais? Oui, présente-toi un petit peu là. Je viens d'arriver. De toutes les façons, je ne pouvais pas arriver plus tôt. C'est bien, c'est bien. Alors, bon, moi, je travaille dans un centre de recherche, donc en tant que responsable d'un service qui s'occupe donc du multimédia et de l'audiovisuel, donc contenu audiovisuel, contenu multimédia. Et je suis actuellement inscrite en deuxième année en thèse, donc en deuxième année avec une université française. Voilà, donc le numérique, pour moi, le numérique ouvre des portes incroyables parce que bon, j'ai fait mon master avec cette université, je me suis inscrite, donc j'ai fait mon master entièrement en ligne. Je me suis inscrite à une formation de recherche entièrement en ligne et maintenant, ça m'a permis de continuer, donc c'est bien. J'ai mis dans le tableau nouveaux métiers parce qu'effectivement, de nouveaux métiers qui se créent dans la vague du numérique qui n'existaient pas avant. Je pense essentiellement aux développeurs, aux web designers, aux plusieurs métiers qui sont maintenant présents dans le numérique. Enfin, Et puis aussi, j'ai pas terminé, j'ai mis des contenus en ligne, enfin des nouveaux contenus. Je pensais aux bases de données, à tous les portails, à l'accès à l'information en général. Parce qu'effectivement, me concernant, je sens vraiment, mais je sens cette facilité de communiquer et puis de faire des recherches carrément. Tout en ayant une distance géographique assez importante avec là où je suis inscrite et pouvoir accéder à la bibliothèque électronique de cette université, c'est pour moi un grand pas et une facilité incroyable que procure cette vague du numérique. Voilà, j'ai pas terminé d'écrire mes bulles, mais voilà ce que je voulais dire. Ben, c'est très bien, merci beaucoup Dalila. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ça? Levez le doigt. Peut-être que vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes coupé. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez intervenir. Jean-Claude Agaspé. Oui, tu peux parler.
J'étais occupé sur d'autres choses. C'est parce que je suis en intervention présentement, puis là, je vais commencer à 13 heures. Ça fait que là, je suis moins attentif. OK, ben ça, c'est une des choses que le numérique permet, c'est du travail en parallèle. Oui, mais c'est pas toujours bon. Hein. Tu sais, les multitâches, là, quand je regarde ça, on dirait c'est dans le cas de la partie concentration, puis on dit, moi, je n'ai pas été élevé sur ce modèle-là, on dit, parce que j'ai un certain âge, on dit, dans les faits, on dit, on n'a pas appris jeune à faire plusieurs affaires, puis on dit, quand justement on utilise un peu le numérique, ça nous amène dans une zone d'inconfort qui, après qu'on a passé dedans, on se pose toujours la question, j'étais-tu mieux dans la partie où j'avais une tâche à faire concentrée sur la tâche ou d'avoir une multitâche, puis c'est toute la mécanique du chaos, là, en tout cas du désordre, on dit que justement à compléter, qu'on n'a pas encore complété. Ça se peut que ça se recristallise à court terme, mais peut-être que ça va se recristalliser plus sur un long terme. Merci Jean-Claude. Michel, à Montréal, des commentaires? Oui, j'ai enlevé le mute. Le multitâche, on n'est pas bon là-dedans. Tous les êtres humains, peu importe quel domaine, multitâche, c'est pas fait pour nous. On n'est pas des computers. Il y a plusieurs tests qui ont été faits là-dessus, puis ils ont simplement une conduite automobile, tout seul, faire un tracé qui est connu par la personne. Faire le même tracé avec une personne qui l'accompagne dans la voiture et simplement avoir une conversation, les temps de réaction baissent. Il y a plein d'études qui sont faites là-dessus sur différents domaines. Le multitâche a été fait pour les computers, puis même encore, je me demande jusqu'à quel point Windows est bon là-dedans. En tout cas, ça c'est un aparté. Mais pour ce qui est du numérique, on a tellement de trucs à apprendre à utiliser ces nouveaux outils-là, ces nouvelles plateformes, nouvelles applications, que ça dépasse nos compétences. On maîtrise pas tous ces outils-là, puis on fait peut-être une utilisation de 10-15% de tous ces systèmes-là, mais peut-être que ça nous satisfait. Dans la vie de tous les jours, ça va, mais pour ce qui est du travail, d'être productif, si on amène une nouvelle application, une nouvelle version dans le système, c'est évident qu'il va y avoir un désordre, qu'il va y avoir une perte de productivité. C'est calculé. J'ai vu des études là-dessus. J'ai même assisté à quelqu'un qui présentait un papier sur simplement les courriels. Dépendamment du sujet du courriel, ça peut être diffusé à très large bande à tous les employés et redistribué à tous les employés peut-être une quinzaine de fois dans la même journée. Dépendamment du sujet, exemple, il n'y aura pas d'augmentation de salaire cette année, ben il va y avoir beaucoup d'intérêt. Ça va amener beaucoup de courriels et tout ça. Mais est-ce que tout ça est productif? Non. Mais est-ce que le numérique peut nous aider? Oui. Mais l'utiliser de la bonne méthode, de la bonne façon. Et comment déterminer c'est quoi la bonne méthode, la bonne façon, ça, c'est une autre chose. Parfois, on peut utiliser un outil, une application. On croit qu'on l'utilise correctement, mais c'est pas le cas. Il y a le cas aussi de l'étiquette. Quand on utilise la technologie, quand on va cinéma, resto, etc., qu'on se fait chambarder par toutes les portables et cellulaires de ce monde. Juste dans l'étiquette aussi, il y a beaucoup d'éducation à faire. Alors, c'est
c'est un peu ma pensée, c'est que on est inondé dans tout ça, mais quoi choisir et comment bien l'utiliser, c'est un apprentissage constant. Puis on dirait qu'on ne vient pas à bout de se mettre à jour, d'être réellement maître dans ces applications-là, qu'on en a d'autres versions et d'autres versions qui nous reviennent. Alors, on est toujours des débutants dans tout, à mon avis. J'ai le goût de réagir. Merci Michel à ce que tu dis, comment utiliser les systèmes. Par exemple, j'aime bien conduire en ayant Waze à côté de moi, connecté. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Waze, mais c'est un peu comme Google Maps. Il vous donne, c'est un GPS, mais qui agit en temps réel selon il connaît la situation en temps réel de tous les personnes qui sont dans la route. Et hier, je revenais sur l'autoroute 40 et il m'a dit sortez tout de suite parce qu'il savait qu'il y avait un embouteillage monstre sur la 40. Et j'ai pris une route alternative et ça m'a sauvé du temps et des casse-têtes là, pour ne pas rentrer dans l'embouteillage. Donc, il y a des nouveaux usages comme ça et j'enseigne à mes clients à utiliser ces technologies-là pour bien arriver à nos rencontres. Donc, ça, c'est très plaisant quand ils découvrent ça. Donc, il y a des nouveaux usages qui nous permettent d'être plus performants, de faire mieux et plus rapidement les choses qu'on a à faire. Et ça va très, très... alors, effectivement, il y avait Pascal qui disait, est-ce que c'est l'algorithme ou l'humain qui va prendre la décision? Oui, Waze me propose, mais moi, il faut que je décide. Il faut que je regarde un peu la situation comme moi je l'interprète et à ce moment-là, je peux décider de oui ou non l'accepter. Des fois, je l'accepte, des fois, je l'accepte pas. Et c'est à moi à vivre avec les conséquences parce que, anyway, ça va être ma décision finale. Qu'est-ce qui va se passer? Mais comme ça, il y a toutes sortes de nouvelles possibilités d'usage. Par exemple, pouvoir se parler ensemble et se réunir avec tout le monde qui est autour de la table numérique aujourd'hui. Je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, c'est une occasion fantastique. Et je voulais rajouter une autre chose, c'est que on est formé avec des modèles mentaux qui tenaient pas du tout en compte les possibilités actuelles du numérique. Et donc, on a été formé, on a développé des habitudes et on essaie de faire les choses comme à l'ancienne, mais avec l'aide d'ordinateurs ou avec l'aide de portables ou avec l'aide de choses. Et ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut complètement repenser les choses. Là. Donc, voilà. Alors, je voulais inviter peut-être Séverine à interagir à ce moment-ci. Allô? Séverine? Oui. Des réactions? Non, en fait, en vous écoutant, surtout avec ce que vous venez de dire, pour moi, ça rejoint cette responsabilité qu'on a de pouvoir montrer qu'il est possible de faire des belles choses. Et pour moi, ce que vous offrez en service avec le Café des connaissances, c'est pour moi l'illustration même de cette possibilité. Donc du coup, je suis ravie de pouvoir participer parce que je me dis, mais si cette dimension-là, elle est plus communiquée, oui, ça donnera envie de pouvoir adopter de nouveaux usages et de pouvoir sortir de certains mécanismes
Et effectivement, en créant des liens, des nouveaux liens, en créant des nouvelles passerelles, pour moi, c'est comme ça qu'on va sortir de cette forme de duplication entre l'usage passé qu'on veut quand même conserver avec l'apparition du numérique, alors que finalement, en quoi le conserver, puisque tout est à réinventer. Merci Séverine. Valérie, qui revient. Bonjour, rebonjour Valérie. Des commentaires? Écoute, difficile. Tu m'entends? Oui, oui, parfaitement. Ok, difficile de commenter ce que j'ai pas entendu. Ok. Hein? Non, mais soyons honnêtes, là, donc j'ai vu passer par contre ce qui était décrit dans les idées globales, mais moi j'ai pas vraiment entendu, donc c'est difficile que je puisse vraiment commenter. Je me sentirais déconnectée, c'est le cas de le dire. Dans une discussion sur le numérique, c'est quand même assez gênant de se sentir déconnecté. Alors, je vais vous laisser, je vous écoute, puis s'il y a quelque chose, je te le dirai. Ce serait plus facile, comme ça je vais pour moi. Super, ok, parfait. François à Nantes, des commentaires sur les possibilités du numérique, le développement de l'humain avec le numérique. Est-ce que tu as des idées là-dessus? Pas réellement à ce stade. Peut-être que le numérique m'a un peu, je suis sous la vague du numérique et un peu saturé. Je regarde simplement étiquette sociale. Je voulais savoir ce que ça voulait dire sur la carte. Étiquette dans le sens de savoir se conduire. Par exemple, quand je vais dans le train, il y a des personnes qui mettent leur portable, écoutent de la musique que je veux pas entendre ou des conversations que je veux pas entendre. Ouais. C'est un savoir-vivre. Alors, le terme étiquette, c'est dans ce sens-là, je pense. Là, c'était Michel ou Pascal qui parlait de ça. Oui, c'est moi, c'est les bienséances de ce monde, c'est le comportement avec ces appareils-là. On ne se rend pas compte, on marche sur le trottoir, on fait du texto en même temps, mais on ralentit tout le monde à l'arrière. Dans les portes aussi, en tout cas, il y en a plein d'exemples comme ça. C'est simplement, oui, tu peux l'utiliser. Comme je disais tantôt, du multitâche, ça ne fonctionne pas. Si tu veux texter, range-toi de côté, puis tu peux faire tes trucs. Au resto, c'est la même chose. On entend parler le monde avec un ton un peu plus haut que l'habitude, parce qu'ils pensent que l'autre personne n'entend pas bien, et puis tout ce qu'on entend dans le resto, c'est une personne qui parle au téléphone. C'est très déplaisant. Ça amène à négocier des nouveaux codes dans les relations. Ce matin, j'ai donné des cours et j'étais avec des jeunes et je leur ai j'ai fait semblant d'être convaincu que c'était tout à fait possible de suivre un cours en faisant son smartphone et en travaillant sur ordinateur en même temps. Je leur ai dit, ah ouais, c'est super. Mais par contre, la deuxième partie du cours, vous allez faire ça et on comparera. Et finalement, ils ont été assez soulagés. Et en même temps, il faut écouter ça. Après, est-ce que c'est poli de dire bonjour à quelqu'un en regardant son téléphone? Ça, je ne suis pas encore convaincu. Ouais. Et pourquoi pas? Alors, je vois le temps passer. Alors, je vais vous inviter à un dernier tour de table, un dernier commentaire. Alors, je vais inviter Dalila. Bonjour Dalila, rebonjour. Et puis, on va faire le dernier commentaire de ce café. Oui, bonjour. Bon, j'ai désactivé ma vidéo pour avoir plus comme d'habitude, une bonne bande passante. Comme bon. Je n'ai pas une bande passante, je désactive ma caméra
pour pouvoir bien participer. Bon, j'ai rajouté donc ce que je disais tout à l'heure dans mes bulles. Permet cette possibilité de se former à n'importe quel moment et de n'importe quel pays. J'ai vu ça donc un peu plus haut. Quelqu'un a mis apprentissage de groupe, oui, et puis c'est surtout la diversité. Se former dans un contexte de diversité culturelle. N'est pas qu'on ne peut pas avoir sans ce numérique, en fait. C'est vrai que parlant toujours dans le domaine de formation et pour se former dans un contexte de diversité culturelle, il faut se déplacer, il faut des gens du Sud avec des gens du Nord, mais le numérique permet cette possibilité justement sans se déplacer et depuis son pays, travailler et puis étudier avec des gens de diverses cultures, partager aussi des contenus avec des gens de diverses cultures. Et je pense que ça procure le numérique. Oui, excellent. Merci beaucoup, Dalila. Alors, je vais inviter François, les derniers mots, enfin, le dernier tour de table. Je suis beaucoup plus à l'aise que la fois d'avant, donc moins stressé par l'outil, comme quoi l'apprentissage finit par se faire. Hein. Merci. Merci François. Jean-Claude Gaspé. Bonjour Joël. Moi, ce que je retiens un petit peu de notre exercice, c'est, je le prends personnellement, c'est surfer sans se noyer. Là. Et donc, comme les usages arrivent vite, c'est ce que la position personnelle qu'on a essayé de prendre au regard du numérique. Merci Jean-Claude. Michel à Montréal. L'analogie est mort, vive le numérique. Non, je n'ai pas autre chose, Joël, à rajouter présent. OK, excellent. Pascal à Paris. Je dirais, moi, je suis en pleine réflexion sur le sujet parce que j'ai même écrit des articles où je me suis positionné dans la tête d'un robot qui allait aider les biologiques en fait. Et puis après j'ai écrit l'inverse, c'est-à-dire que j'étais le biologique, le vieux consultant biologique qui accueillait un robot dans son bureau et qui devait travailler avec un bout de plastique, avec de l'intelligence à l'intérieur. Quand j'ai écrit cet article, en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était que ça crée de l'échange. Parce que je pense qu'on arrive dans ce monde-là, et c'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure, la décision, c'est l'algorithme qui la prend, ou c'est toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore le libre arbitre, mais est-ce que demain, on l'aura toujours? Est-ce que demain, le big data va pas nous emmener dans des voies qui seront peut-être pas mauvaises, hein. C'est pas mes propos, mais dans lequel, en fait, c'est pour ça, moi, je dis, il faut qu'on réinvente une façon du sens. Il faut qu'on réinvente un sens à notre humanité qui est en train de changer. On est à la Renaissance, comme disait Virginie, et ça, c'est vrai. Donc, il y a tout à créer. Et c'est là où il faut garder des garde-fous parce que on peut tomber dans des travers difficiles. L'ubérisation sauvage, je ne suis pas pour. Mais ça pose des problèmes sociaux, ça pose des problèmes dans le travail. Pour moi, l'emploi va disparaître dans sa forme actuelle. En France, il y a des vieux débats à la con qui ne servent plus à rien entre un CDD et un CDI, ça ne veut plus rien dire. Il y a la plupart des personnes aux États-Unis, maintenant, il y a plus de 50% des personnes qui sont freelance, même et qui travaillent dans les grosses boîtes. En France, c'est en train de monter aussi. Au Canada, c'est l'appareil. Donc,
je dirais aujourd'hui, il faut se poser ces questions. La vague numérique, le tsunami, c'est tout ça. On change la façon de travailler, on change la façon de vivre, on change la façon d'interagir avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Donc, on est à une période formidable. À nous de la rendre vraiment formidable, mais pour ça, faut être un acteur et puis essayer de construire et essayer d'accompagner le changement. Voilà. Merci Pascal. Séverine, ton dernier commentaire? Joël, tu me permettrais de... Oui, Séverine. C'est Valérie. Oui, je t'entends. Oui, ça c'est Valérie, c'est pas Séverine. En fait. Ah, excuse-moi. Non, mais je te laisse appeler Séverine, mais je pensais pouvoir ajouter aussi quelques mots sur ça. Sur la discussion, c'était juste que je me disais que là, on parle beaucoup, ce que j'ai entendu, c'était vraiment aussi concernant le numérique comme moyen de communication ou d'échange. J'ai ajouté justement une idée que je pense importante parce que j'ai commencé à travailler sur ça, c'est le numérique en support à nouveau d'activité de travail et en particulier un des sujets que je trouve intéressant, c'est la question de la fabrication additive, donc l'impression par veille et la transformation du secteur manufacturier à travers ces questions de fabrication additive. Donc c'est notre impression 3D, comme on appelle ça, qui exige en particulier des connaissances pour certains en numérique qui vont être un enjeu important pour tout le domaine manufacturier, que ce soit au Canada, aux USA. Il y a un gros projet d'innovation et de recherche qui s'en vient sur le Canada. Comment est-ce que le Canada est prêt à prendre au niveau industriel le virage du numérique dans le sens ici d'impression en 3D et de la fabrication additive. Donc, je pense aussi que le numérique, c'est pas simplement une façon d'échanger des idées et des connaissances, c'est aussi du développement de nouvelles activités de travail. Et je pense peut-être que certains d'entre vous en ont parlé, et ça touche aussi le domaine, par exemple, parce que je travaille avec aussi des gens en technologie d'information, ça touche aussi beaucoup le domaine du développement du design science, par exemple, où là, la question du numérique est quand même centrale, la question du développement de nouveaux métiers aussi. C'est tout ça que je voulais ajouter pour compléter en fait ce qu'on disait là. C'est aussi des transformations des métiers existants, mais c'est la création de nouveaux métiers. C'est pas simple. Je comprends que c'est de plus en plus on va devenir freelance, ça c'est clair, mais il y a aussi des nouveaux métiers qui sont émergents. C'est tout ça que je voulais dire. Merci beaucoup Valérie. Séverine, est-ce que tu es là? Oui. OK, ton dernier commentaire? Je disais accompagnons le changement. Je disais simplement. OK. Comme dernier commentaire. Et pour moi, c'est pas une opposition. Enfin, pour moi, il faut pas mélanger ce que disait Valérie entre nouveaux métiers et freelance. Il y a les nouveaux métiers et il y a les nouvelles conditions. Et les deux sont en train de se réinventer en parallèle. Et tant mieux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, restons pas sur les anciens modèles parce qu'ils sont pas adaptables à ce nouveau format. Donc c'est à nous de réinventer quelque chose qui soit cohérent. Tout à fait. Ben, merci beaucoup Séverine. Virginie? Alors, j'ai le micro qui est ouvert. Oui, moi je voulais juste finir avec 3 points différents en fait. Juste, si je reviens au Moyen-Âge, je veux juste vous raconter quelque chose. Au Moyen-Âge, il y a eu l'imprimerie qui a été très très importante, mais il y a aussi le rouet. Et le rouet, c'est en fait, l'outil peut-être le plus, démonstratif de ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, au Moyen-Âge, les gens travaillaient chez eux et filaient la laine avec des fuseaux. C'était des petits objets et puis ils étaient très libres dans leur façon de faire. Arrive la Renaissance. À la Renaissance, en même temps que l'imprimerie est inventé le rouet.
Et le rouet, c'est la première machine avant l'industrie du textile. Et le rouet, en fait, il y a un gros changement à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens, alors avant, ils prenaient leur fuseau, ils allaient partout dans le monde, ils étaient tranquilles, enfin, ils allaient dans leur champ, dans leur pré, etc. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, et puis de temps en temps, ils sortaient le fuseau pour filer la laine. Avec le rouet, eh ben, ils se sont retrouvés collés à la maison, les pieds, assis sur une chaise, à filer de la laine pour d'autres personnes, en fait. Parce qu'avant, ils filaient pour eux, puis d'un seul coup, ils ont filé pour d'autres personnes. Et puis, à partir de là, il y a commencé à avoir l'industrialisation. Et puis, ces gens qui étaient, assis à la maison, puis d'un seul coup, ils sont partis dans les usines. Et aujourd'hui, on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir des usines avec le numérique et on retourne à la maison. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est que il va falloir réinventer ce travail à la maison et retrouver des espaces qui sont personnels et des espaces qui sont des espaces de travail. Et c'est là où on a le problème, parce qu'aujourd'hui, dans les espaces numériques, on est submergé par le numérique, mais à un moment donné, il va falloir faire la part des choses entre qu'est-ce qui fait partie du travail, qu'est-ce qui fait pas partie du travail, quels sont nos espaces personnels à la maison, puis nos espaces qui sont pas personnels, qui sont des espaces de travail à la maison, en fait. Voilà, ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est une image qui m'a hallucinée et qui aujourd'hui ne nous choque pas, mais moi ça m'a hallucinée parce que je me suis dit, mais il y a 10 ans, cette image, elle aurait été complètement étrange. Je pense à la photographie dans la campagne d'Hillary Clinton, où on voit Hillary Clinton face à un grand public, plein de gens autour d'elle. Et puis, il y a 10 ans, on aurait eu plein de photographes qui la prenaient de face en photo. Or là, tout le monde se prenait en selfie. Donc ça veut dire que tout le monde lui tournait le dos pour la prendre en photo avec les gens, en fait. Et ça, c'est quelque chose, il y a 10 ans, ça aurait été considéré comme, presque, pas une injure, mais ça serait mal passé. Alors qu'aujourd'hui, c'est la technologie qui a inversé les choses. Donc aujourd'hui, les gens ne prennent plus d'autres en photo, ils se prennent avec les autres en photo. Et ça crée des images complètement hallucinantes qui sont dues à la technologie, qui sont dues au numérique, où Hillary Clinton est très contente de voir tous ces gens de dos en train de la prendre en photo avec eux-mêmes. Et là, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'est un changement radical du rapport qu'on a avec les autres. Et puis voilà. Excellent. Ben, c'est de très belles histoires, de très bons commentaires. Alors, moi, j'ai le goût de vous inviter. Oui? Juste pour compléter, additionner un commentaire sur ce que Virginie vient de mentionner. Ça a été sur YouTube pendant un bon bout de temps. C'est une personne qui venait d'avoir un nouveau cellulaire, justement. Il est parti en vacances pendant 2 semaines et prenait des vidéos de tout le paysage. Et pendant ces 2 semaines de vacances, c'est des selfies qu'elle prenait. Il n'y a aucune vidéo du paysage. C'est toujours elle qu'on voit ses émotions. Simplement parce qu'elle ne maîtrisait pas la technologie. Ouais, c'est très bien. Excellent, Michel. Ouais, c'est toute une transformation de nous-mêmes là, qui se produit. Et il y a une partie de l'humain qui apparaît. Et comme on peut l'observer ici avec les technologies qu'on est en train d'utiliser, même si on est très loin, on est très proche. Dans la réalité, on n'est jamais aussi proche des personnes quand on leur parle. Donc, il y a une intimité nouvelle qui se crée. Donc, je vous invite à me rejoindre sur l'ardoise retour rétrospective et mettre une bulle là sur vos qui rejoint un peu ce que chacun a vécu. Et on se parle un peu si on continue le même thème la prochaine fois. Moi, j'aurais le goût de continuer le même thème, mais peut-être que vous avez d'autres suggestions. Alors, allez-y sur l'ardoise retour rétrospective et mettez ce que vous ressentez, vos idées là-dessus. Là.
Joël, c'est sur quelle page? Tu la vois sur l'écran que je partage. Là, ça s'appelle 03 Retour rétrospective. La première était qui est là, la deuxième espace de co-construction et la troisième retour rétrospective. Alors, tu vas à l'onglet base de connaissances, tu vas toutes les voir. J'ai le 2, le 3, apprentissage récolte. Mais du 22 juin, en fait, j'ai celle du 22 juin là, en fait. 22 juin. Tu as changé de base de connaissances alors? Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème. On est dans la base de connaissances septembre, la vague numérique. Tu vois le nom là-haut? Est-ce que tu vois mon écran, Virginie? Oui, je suis juste en train d'essayer de retrouver le bon. Donc, si tu vas à page d'accueil, là, tu vois, j'ai sélectionné une seule base de connaissances avec le filtre. Là, j'ai écrit en bas, chercher vague. Alors, il te trouve tout de suite la bonne base de connaissances. Et là, tu cliques une fois et tu fais ouvrir. Là. Il faut juste qu'il s'ouvre, je crois. Voilà, ok. Ok, merci. Bienvenue. Donc, est-ce que ça vous tente qu'on continue le même thème pour la prochaine fois? Pour moi, oui. Je pense que c'est une bonne idée. OK, pour aller plus loin. Excellent. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rajouter des commentaires? On nous reste 2 minutes, là. Peut-être que, je sais pas si tout le monde entend, mais peut-être que ce serait intéressant d'essayer de voir pendant la discussion pour pas aborder de façon, je dirais chronologique ou je sais pas, différents thèmes dans le même thème. OK. Je sais pas comment dire, par exemple, justement la question de l'accompagnement, du changement, c'est un sujet sur lequel je travaille par moment aussi, puis il y a des choses plein à dire, la sujet qui a été évoqué sur la transformation des métiers dans le sens des façons de travailler aussi, la question de l'espace, par exemple, travail, maison, des choses comme ça. Ça pourrait être un autre thème. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres thèmes. Social, le rôle des élites, la société civile, comment quelle est sa place. Oui, ouais. Ouais. Excellente suggestion, Valérie. Alors, je t'invite à préparer une liste de sous-thèmes qui pourraient être et on va voir une façon intéressante de... À bientôt, Pascal. Pascal nous bombarde avec sa nouvelle tablette. Là, il y a une façon spéciale de communiquer. Alors, oui, Valérie, je trouve ça très, très bien qu'on puisse creuser avec des sous-thèmes. Là, oui, tout à fait. Tout à fait. Excellente idée. Et trouver un moyen de le faire. Alors, il y aurait différentes façons. Par exemple, on peut
réunir 2-3 personnes qui veulent aller dans un sous-thème et on crée une ardoise spéciale pour ces personnes et puis on se rejoint après tous ensemble. On peut le travailler un après l'autre. Il y aurait différentes façons de le travailler. C'est à nous à décider. Simplement. Je pense qu'en ayant plusieurs ardoises, par exemple, déjà, on pourrait mettre des mots clés ou des éléments dans chaque ardoise, même sans se séparer forcément, pour que ça reste collectif. Mais ouais, on pourrait aller clipper ou poster quelque chose sur une ardoise, il y a un autre sujet, parce qu'on a plein de choses à dire. Ouais. Ouais. La question importante, c'est les ardoises qui se constituent. Ok. Valérie? Je te propose, on va se faire une petite rencontre tous les deux pour préparer ça avec voir plus en détail Web Idea Pro et regarder comment on fait les ardoises. On prépare ça. Là. Ça vous va? 3e semaine octobre, là, c'est quelque chose qui vous convient? Moi, c'est la dernière semaine de classe, personnellement. Enfin, non. La dernière qui te convient ou qui te convient pas? Non, c'est n'importe où, parce que de toute façon, je vais en France en octobre, donc ça peut être, je peux le faire de France. Ok. Donc, le numérique nous rapproche. Qui va payer l'ardoise ou qui va payer la bière maintenant? C'est ça le problème. Hein. Tu vois, si je peux payer la bière. Ben, écoute, oui, Virginie? J'ai une question. C'est toujours le jeudi soir ou ça peut être un autre jour, les réunions? On était passé au mercredi et puis là, je suis revenu pour question d'habitude sur le jeudi, mais on pourrait utiliser le mercredi là, si ça convient à tout le monde ou le mardi. Moi, c'est mieux le mercredi si jamais, parce que j'ai d'autres réunions. Moi, j'ai d'autres lives normalement le jeudi. Alors, est-ce que le mercredi, ça convient à tout le monde? Dans mon cas, moi, là, on dirait c'est mieux pour la prochaine rencontre le mercredi que le jeudi. Ça dépend. Ça dépend. Alors, mercredi, ouais. OK, on peut essayer le mercredi. L'heure, ça vous convient ou on décale d'1 heure? On commence à 1 heure de Montréal et 19 heures de Paris. Est-ce que ça vous convient mieux? Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. OK. Ouais. Bon, ben, excellent. Écoutez, c'est l'heure. Donc, pour ma part, moi, je suis extrêmement content de ce café de la rentrée. Je trouve que ça a été extrêmement riche. Et je suis très content. Les technologies ont bien fonctionné pour la plupart, sauf pour Valérie. Mais, ça va. Et donc, gros bec et je vous embrasse tous virtuellement. Et puis, on a hâte d'aller manger un petit peu là. Alors, à très bientôt et merci pour tous pour votre présence. Ciao, ciao. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.